Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Depuis le temps qu'on parle de crise du logement, honnêtement, je suis surpris de ne pas avoir eu la chance d'en parler davantage avec les gens du FRAPRU, qui est un organisme communautaire qui prend la défense des droits des locataires depuis des décennies. Autrefois avec M. Saillant, maintenant, on en discute avec Véronique Laflamme. Bonjour, Mme Laflamme. Bonjour, M. Nantel. Dites-moi, on voyait dans les journaux récemment, puis encore aujourd'hui, la crise du logement a atteint un sommet historique en 2024. Vous devez tellement être épuisé de répéter constamment le même message au niveau de l'importance de ne pas voir le logement comme un investissement pour s'enrichir, mais bien comme un droit fondamental. Comment faites-vous pour maintenir votre constance, honnêtement? Ben, écoutez, je dirais que la crise actuelle a donné raison au FRAPRU que si les mesures structurantes qu'on proposait il y a plusieurs années avaient été mises en place, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ce qui nous alimente, c'est l'importance de mettre en œuvre dans une société riche comme la nôtre ce droit fondamental, vous l'avez dit, à un logement décent pour tous et toutes. Et actuellement, on assiste à des reculs importants dans la mise en œuvre de ce droit-là. Et ce qui nous motive, c'est de freiner ces reculs dans la mise en œuvre d'un droit fondamental, parce que si c'est le droit au logement qui recule, c'est d'autres droits aussi qui sont menacés actuellement. Et ultimement, dans le cas de personnes en situation d'itinérance, c'est le droit à la dignité, le droit à la vie, carrément, là, dont il est question. Alors, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre action, je vous dirais. Ça peut sembler parfois un peu épuisant de répéter le même message, mais les gens avec qui on parle au quotidien, les locataires désespérés, ont besoin finalement qu'on porte leur voix. Ben, c'est un message que vous répétez, mais parce que la misère, elle se reproduit, se renouvelle chaque jour. C'est pas la même personne. Il y a de nouvelles personnes qui vivent constamment cette même injustice qu'on laisse aller comme ça dans notre société. Est-ce que vous voyez, comme vous évoquiez, à quel point on recule? Je vais vous demander quels sont ces reculs dans quelques secondes, mais d'abord vous demander, est-ce que vous voyez pas quand même du positif dans l'intérêt que semblent porter les municipalités aux enjeux de logement, compte tenu que l'itinérance se répand partout en dehors de Montréal maintenant? Assurément, je dirais que même si la pénurie de logements locatifs a atteint des sommets en 2024, et puis bon, tout récemment, le rapport de la SCHL qui est publié normalement en janvier a été publié juste avant les fêtes, là, donc on a des chiffres qui démontrent là, que les mises en chantier des derniers mois pourrait contribuer à nous sortir tranquillement de la pénurie extrême dans laquelle on est plongé, mais tout de même, la rareté jamais vue de logements locatifs a fait en sorte que jamais autant de voix se sont élevées pour s'inquiéter de la situation du logement locatif, mais pour demander des solutions qui sont portées par les groupes communautaires depuis des années. Les municipalités ont été très, très audibles dans certains cas à ce sujet-là pour demander au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral des investissements dans le logement social et communautaire, dans le logement sans but lucratif. Et certaines municipalités se sont même donné des objectifs à atteindre. Et ça, auparavant, là, c'était principalement Montréal et plus récemment Québec, les grandes villes qui se donnaient d'objectifs de développement du logement social. On a vu des petites municipalités contribuer même de façon importante pour s'assurer qu'on développe et qu'on protège des logements locatifs encore abordables. Je pense à Drummondville qui a contribué à sortir du marché des immeubles locatifs. Donc, vraiment, les municipalités se sont fait entendre et partagent les solutions qu'on met de l'avant depuis des années. Alors ça, oui, c'est encourageant. Et dans le milieu communautaire, jamais on a vu autant un aussi grand consensus sur l'importance que le parc de logement social au Québec atteigne 20 %. Ça, c'est du jamais vu non plus un tel consensus, et ça c'est dans les tout derniers mois que les grands regroupements de l'habitation sociale et communautaire se sont entendus pour dire 11% du parc locatif, c'est pas assez. C'est ce qui nous met dans le mur à chaque crise, en fait, parce que c'est pas la première crise. La crise actuelle, elle est très dure. Et si on veut qu'il y ait des alternatives au logement trop cher, il faut qu'on grossisse la part occupée par le secteur sans but lucratif dans le logement locatif. Ouais, effectivement, on voit bien les gens de municipalité. Je me rappelle entre autres du maire de Rimouski, Guy Caron, qui était ému
aux larmes de voir à quel point ça peut devenir compliqué aussi. Il y a beaucoup de gens, on n'en parle pas trop, mais souvent les gens disent mais pas dans ma cour, pas dans mon quartier, etc. Les enjeux, libérer des terrains, ça demeure très complexe. Les villes se sentent sont très au courant des besoins des gens qui vivent dans leur rue, c'est le cas de le dire, littéralement, mais ils n'ont pas tous les leviers. Et c'est pour ça que vous nous évoquez à quel point la coordination entre le fédéral et Québec demeure encore très boiteuse. Oui, malheureusement, et encore là, du côté fédéral, dès 2017, il y a eu une stratégie pan-canadienne sur le logement, oui, avec finalement des investissements qui ont été dilapidés dans toutes sortes de mesures, mais qui n'ont pas été concentrés vers le logement social et communautaire. C'est dans les tout derniers mois qu'il y a eu des enveloppes de réservées. Pendant ce temps-là, Québec avait son programme, mais là, Québec, sous le gouvernement caquiste, a abandonné son programme. Il y a un nouveau programme, mais on a l'impression qu'on construit l'avion en plein vol durant. Donc, et effectivement, les municipalités, on leur en fait porter beaucoup sur les épaules. On a entendu même parfois des membres du gouvernement Legault faire porter aux municipalités la responsabilité de la lenteur du développement du logement social. Mais au final, c'est une compétence du gouvernement du Québec qui revendique ses compétences face à Ottawa, mais qui actuellement ne se donne même pas d'objectif lui-même de développement sur plusieurs années et n'a toujours pas de programme adéquat pour assurer que le développement se fasse très rapidement. Alors, effectivement, les villes ont beau réserver des terrains, utiliser leur droit de préemption, mais si le gouvernement du Québec n'a pas d'objectif sur plusieurs années, n'a pas de programme qui fonctionne, ben ça ne pourra pas aller beaucoup plus vite et surtout, on va continuer à avancer un peu comme on l'a fait dans les derniers mois parce qu'il y a eu des mises en chantier de logements sociaux, notamment à Rimouski, à Montréal, à Québec, à Drummondville, mais ça a contribué, mais c'est pas suffisant. Et là, actuellement, on avance, mais on attend toujours finalement de financement de nouvelles unités pour permettre à d'autres projets de déjà être en élaboration actuellement. Madame Laflamme, en tout cas, on voit pourquoi vous en parlez toujours, parce que vous êtes toujours aussi passionnée, puis c'est très pertinent. Vous avez évoqué le droit de préemption des villes. Pourriez-vous juste nous rappeler à tous qui vous écoutons ce que ça veut dire? Parce que oui, il y a des terrains, mais il y a aussi des immeubles. Oui, c'est ça. C'est que le gouvernement du Québec a donné ce nouveau pouvoir parmi d'autres là, aux municipalités, c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser leur droit de premier acheteur. Ah bon? Après ça, il faut être clair, hein, ça ne met pas plus d'argent dans les caisses des municipalités, ce pouvoir-là. Hein. C'est un nouvel outil qui leur permet d'acheter un immeuble à un prix proche du marché. Donc, ça permet, dans certains cas, comme l'a fait Montréal, juste avant les fêtes, d'acheter 700 logements locatifs qui allaient être vendus. Oui, dans le Côte-des-Neiges, tout récemment. Abordable. Exactement. Donc ça, c'est un exemple de l'utilisation du droit de préemption. Après ça, c'est un pouvoir qui est intéressant, entre autres pour protéger des immeubles locatifs où les locataires paient des prix encore abordables. Et on le sait, l'effritement de l'abordabilité, c'est maintenant une composante centrale de la crise actuelle du logement. Donc ça permet d'agir, mais en même temps, il n'y a pas plus d'argent dans les coffres des municipalités et il n'y a toujours pas de programme adapté à l'échelle québécoise là, pour l'acquisition d'immeubles locatifs. Donc, si on veut que partout au Québec, les municipalités qui n'ont pas tous les mêmes moyens financiers puissent agir, il faudrait notamment un programme comme celui-là pour assurer qu'on puisse acheter des immeubles locatifs pour les transformer en logements sans but lucratif, en logements sociaux. Absolument. Madame Laflamme, vous êtes chez Frappru depuis belle lurette. Monsieur Saillant nous parlait de ça depuis très longtemps, mais il y a des nouvelles problématiques qui sont ajoutées pour complexifier le dossier. Vous avez évoqué à quel point le gouvernement du Québec a tendance à pelleter ça dans la cour des municipalités, mais il y a des enjeux qui s'ajoutent qui sont éminemment de ressort Québec ou Ottawa, j'haïs dire le ressort provincial, mais qui relèvent de Québec ou d'Ottawa, et c'est la question de l'itinérance, de la santé mentale et même des drogues dures. Oui, et la crise actuelle de l'itinérance, qui était prévisible elle aussi, hein. Je veux dire, quand il n'y a pas de filet social, qu'on perd son logement, et qu'on n'a pas de famille ou que la famille peut pas nous héberger pendant des mois, finalement on tombe en situation d'itinérance et des personnes qui n'avaient aucun problème, sauf celui finalement de ne pas trouver de logement,
deviennent en situation d'itinérance et ont d'autres problèmes parce que passer quelques jours à la rue, là, n'importe qui, finalement... ça déstabilise n'importe qui. Physique et sa santé mentale, là, hein, c'est très dur, la rue, et il n'y a pas de place dans tous les refuges. Donc, c'est des gens qu'on place en situation de survie tous les jours. Et même les personnes qui sont en situation d'itinérance cachée, dont de nombreux jeunes, de nombreuses femmes qui font du couchsurfing, qui trouvent les moyens de ne pas vivre aussi des enjeux majeurs. Donc, effectivement, c'est une autre illustration de l'importance que les gouvernements du Québec et le gouvernement fédéral fassent davantage. Madame Laflamme, vous pouvez pas parler plus fort, plus clairement de cet enjeu-là, mais concrètement, on peut imaginer que depuis que vous êtes porte-parole du Frappru, ça fait quoi maintenant, 6 ans, 5 ans que vous êtes porte-parole? Exact. Alors, la situation s'est envenimée depuis 5 ou 6 ans. Au lieu de s'améliorer, alors que vous êtes toujours une si bonne avocate pour... le mot avocat, vous plaidez pour la cause du logement social, mais la situation s'est empirée. Factuellement, là, elle ne s'améliore pas. Oui, c'est sûr que si on regarde la crise de l'itinérance, ça c'est visible partout au Québec, la situation ne s'améliore pas. Par contre, il y a eu des avancées et il faut le reconnaître. Bon. Et souvent, l'absence de recul, ça peut aussi être une avancée à certains niveaux. Du côté fédéral, on a eu des avancées importantes dans les derniers mois. Le premier programme fédéral de coopérative d'habitation depuis plus de 25 ans. Il n'est pas parfait. Il a été annoncé cette année. Il y a eu du financement insuffisant, mais quand même d'annoncer dans le budget fédéral. Il y a eu enfin, parmi les milliards prévus par Ottawa, plus de 80 milliards sur 10 ans, on en a réservé pour le secteur, pour le logement social, pour le logement sans but lucratif. On espérait que l'initiative de construction rapide de logements annoncée durant la pandémie devienne pérenne. Ça a été annoncé aussi dans le dernier budget. Donc, ce sont des avancées importantes, insuffisantes quand on regarde les milliards dont Ottawa se prive, par exemple, avec ces chèques de 250 $ qui ont été annoncés, ces congés de TPS. On aurait pu faire mieux, mais on a avancé un peu. Okay. Mais on a avancé. Et du côté du Québec, il y a eu dans la mise à jour économique de novembre 2023 le plus important nombre d'unités de logement social et abordable, entre guillemets, annoncé depuis le retrait du gouvernement fédéral. Annoncé, bien sûr. Annoncé. Donc, c'est pas suffisant, mais financé. Donc, c'est pas suffisant, mais il y a eu des avancées trop tard. Mais pour nous, on a l'impression que les gouvernements sont en train de bouger. Et ça, ce n'est pas rien. Il faut maintenant qu'on ait une prévisibilité. Il faut que ces investissements-là cessent de se faire budget après budget, mise à jour économique après mise à jour économique, qu'on se donne un objectif sur plusieurs années pour savoir où on s'en va. Ça fait toujours défaut, malgré la stratégie québécoise adoptée par le gouvernement du Québec, là, qui était attendue depuis quelques années déjà, qui a été annoncée en août dernier par le gouvernement caquiste. Mais je pense que il y a eu des avancées qui ne sont pas suffisantes compte tenu de l'ampleur des problèmes et compte tenu de la situation qui continue à se détériorer. Mais du côté des villes, notamment, il y a aussi des avancées qui nécessiteraient davantage de financement, mais qui quand même vont faire une différence pour les gens qui vont bénéficier des logements. Donc, Madame Laflamme, ce qui manque, puisqu'il y a des développements au niveau fédéral, il y a des développements à Québec, il y a des villes qui s'y intéressent, avec sincérité, je pense. Donc, l'élément manquant dans tout ça, d'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la nouvelle année comme élément nouveau? De faire de logement une priorité, une réelle priorité politique et de ne pas le traiter comme un enjeu de communication publique, mais vraiment et de la prévisibilité. Donc, de la volonté politique, de la prévisibilité, l'argent, on l'a. On l'a quand c'est pour notre vote, on l'a quand c'est pour des chèques et des congés de TPS, on l'a quand c'est pour des baisses d'impôts. Il faut mettre ces milliards-là au service de la population pour la crise actuelle, mais aussi pour prévenir les crises futures du logement. Madame Laflamme, donc, je conclus qu'encore une fois, il faut dire aux gens, mais écoutez, si c'est un sujet, vous entendez Madame Laflamme, elle vous décrit la situation, vous voulez que ça change, avisez vos députés, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'ils soient à Québec ou à Ottawa, avisez-les que c'est important pour vous, puis que vous voulez qu'ils agissent là-dessus, puis qu'ils fassent pression sur les ministres qui sont leurs collègues pour que ces choses-là avancent. Une dernière question avant de vous laisser, Madame Laflamme, est-ce que de parler de tout ça, le fait que la CHL a émis son rapport avant Noël, donc avant le jour de l'an, est-ce que vous craignez une espèce de désert média? Parce que là, le moment pour en parler, c'est maintenant. Est-ce qu'en janvier, vous prévoyez un coup d'éclat pour ramener la question? Est-ce que c'est nécessaire de faire un coup d'éclat pour ramener la question à la conscience publique?
C'est sûr qu'on est toujours très actifs, très visibles durant les consultations prébudgétaires. On va être mobilisés avec nos membres dans les différentes régions du Québec pour se faire entendre assurément. Et effectivement aussi, on demande à la population de se faire entendre aussi. On sait le mois de janvier, le mois de février, c'est des périodes qui sont cruciales dans l'élaboration des budgets. Et surtout dans le contexte actuel où on a des compressions budgétaires, c'est pas le temps de couper dans le logement, parce que ça nous coûte pas mal plus cher ailleurs de couper dans le logement. Une personne dans la rue coûte beaucoup plus cher qu'une personne à qui on a prévu d'avoir une unité de résidence pour cette personne-là. Madame Laflamme, merci. Mais je voudrais, M. Nantel, avec les hausses de loyer qui s'annoncent, malheureusement, on n'a pas trop peur que le sujet tombe dans les limbes parce que le mois de janvier, c'est la période des hausses de loyer qui commence, des renouvellements de baux. On s'attend encore une fois à des hausses importantes, à des estimations qui pourraient je veux remettre l'inquiétude des locataires à l'ordre du jour et c'est des gens qui s'appauvrissent actuellement. Alors, on espère que le sujet demeurera à l'ordre du jour. On compte sur vous et on compte sur les médias pour relayer votre voix. Merci beaucoup, Mme Laflamme. Merci, M. Nantel. Au revoir, au plaisir. En terminant, donc, Véronique Laflamme est porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain qu'on appelle communément le FRAPRU, plus approprié que jamais. Merci.